Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne que personne connaît. Nous sommes fin août, début septembre et cette vidéo est un petit vlog où nous allons commencer les préparatifs pour faire le potager d'hiver. Le potager d'hiver est hyper important car il permet de continuer à produire des légumes avec son potager, même l'hiver, lorsque la période s'y prête beaucoup moins. Avant de commencer cette vidéo, je tenais absolument à vous remercier pour tous vos messages de soutien que vous m'avez envoyés lors de ma précédente vidéo. Ça m'a fait très chaud au cœur, franchement merci. J'ai essayé de répondre à tous les commentaires comme je le fais d'habitude, mais cette fois-ci c'était un peu plus difficile. Donc du coup, dans tous les cas, je vous ai tous lus et merci énormément. Et je tenais à en profiter à rappeler que malheureusement, ça arrive aussi à plein d'autres personnes et qu'à toutes ces autres personnes qui ont la même situation que moi actuellement, eh bien, je leur donne également tout mon soutien. Énorme merci à tous ceux qui m'ont soutenu financièrement via le Tipeee ou via le bouton rejoindre de la chaîne. Franchement, je m'attendais pas à un tel élan de générosité. Je vous avoue que j'ai été un peu dépassé. Alors bien entendu, je vous enverrai les graines que vous avez sélectionnées dans les contreparties qui sont disponibles sur le Tipeee. Et pour tous ceux qui ont décidé de me soutenir mensuellement, là par contre, bien entendu, je vais vous envoyer des graines quand même si vous n'avez pas sélectionné de contrepartie. Je pense que c'est le plus juste. Et en plus de ça, au fur et à mesure où vous restez à me soutenir financièrement par mois, je vous enverrai toute l'année, au fur et à mesure de l'année, des graines supplémentaires, parce que je compte sur cette chaîne vous présenter des légumes anciens qui sont très rares. Et à partir du moment où je vous les présenterai sur la chaîne, je mettrai les graines de ces légumes anciens disponibles sur Tipeee pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui n'arrivent pas à les trouver dans le commerce et qui aimeraient se les procurer. Et tous ceux qui ont choisi un abonnement mensuel, en fonction du type d'abonnement mensuel qu'ils ont choisi, je leur enverrai à chaque fois que je ferai cette vidéo un sachet de ces graines-là. Comme ça, ça me permettra de vous récompenser à la juste valeur de votre effort. Je voulais vous montrer quelque chose. Regardez dans la pâte à trait, il y a des tournesols qui sont arrivés là tout seuls. J'en ai pas semé cette année. Et regardez, ils sont trop beaux. Il est magnifique ce tournesol. En fait, s'ils sont arrivés là, c'est parce que j'utilise comme fertilisant les fientes de mes poules. Et vu que dans les fientes de mes poules, il y a des graines, du coup, ça fait qu'il y a des tournesols qui germent naturellement. L'installation du potager d'hiver, c'est toujours un moment compliqué parce que vu qu'il y a encore le potager d'été qui termine son cycle, du coup, il faut réussir à trouver de la place pour commencer à installer les plantes. Donc là, d'abord, ce que je vais faire, je vais récolter les tomates cerises parce qu'il y en a des tonnes, des tomates cerises. Là. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. L'année dernière, j'avais planté une haie de topinambour ici, pour que ça me fasse une haie occultrice qui soit assez rapide. C'est-à-dire que en un mois ou deux, la haie faisait déjà 3-4 mètres de haut. C'était voilà des topinambours tout le long. C'est une plante perpétuelle. Et du coup, bien évidemment, l'hiver dernier, j'ai tout ramassé, j'ai tout récolté. Et quelle petite surprise il y a, chez le voisin, maintenant, il y a des topinambours qui commencent à pousser. Là, on en voit là. C'est juste cette plante-là. Du coup, j'espère qu'à cause de moi, le voisin ne va pas être envahi par des topinambours. Après, c'est une plante assez intéressante parce que ça permet de récolter des seaux de légumes l'hiver. Le topinambour, c'est cette plante-là. C'est de la famille du tournesol. Et là, on dirait pas parce que je suis plutôt grand, mais là, ça fait bien 2,50 m environ. Parce que moi, je fais 1,86 m. Et là, elle me dépasse largement cette tige de topinambour. Et après, à la fin de sa formation, il y a des fleurs qui se forment tout au bout. Ce légume a une sacrée histoire car il a permis à beaucoup de Français de pouvoir survivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Car quand les Allemands venaient récupérer les récoltes des agriculteurs, ils ne récupéraient pas les récoltes de topinambour parce que ça donne des flatulences. Et du coup, ils aimaient pas se retrouver sur le front de guerre en fait, à se retrouver à faire des paix. Donc du coup, ils laissaient les topinambours aux agriculteurs. Et ça a permis à toute une génération de Français de pouvoir survivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils en avaient tellement marre à force de manger des topinambours matin, midi et soir que au bout d'un moment, les gens ont arrêté de le cultiver. C'est comme ça que c'est devenu un légume oublié. C'est assez rigolo comme plante. Là, on est dans la jungle des poules et j'ai planté des topinambours un peu partout dans tout mon jardin, comme par exemple ici chez les poules. Ça nécessite aucun entretien et on récupère des topinambours comme ça tous les hivers, des seaux entiers de topinambours. D'ailleurs, cet hiver, je récolterai un seau avec vous pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, en ce moment, j'ai un petit problème avec mes choux, c'est qu'ils sont envahis par les punaises. Ces punaises-là, alors grâce à votre aide dans les commentaires, je sais que c'est des punaises arlequins.
Là, on voit pas trop parce qu'elles sont encore en stade primaire, mais en stade final, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça c'est une punaise arlequin. Si on regarde bien, tous les choux ne sont pas touchés par la punaise arlequin de la même façon. C'est parce que certains choux sont plus résistants que d'autres. Après, ils le sont quand même un peu touchés, mais on voit que les punaises arlequins préfèrent les choux de Bruxelles. Et ils préfèrent également le chou perpétuel que les choux frisés. C'est pour ça que c'est intéressant en fait dans son potager de planter plusieurs variétés de choux, parce que comme ça permet que certains choux soient moins touchés que d'autres. Tout à l'heure dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un insecticide naturel bio fait maison, le fabriquer vous-même pour pouvoir lutter contre les punaises comme ça qui envahissent le potager. Et ça marche également contre les chenilles. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais avant ça, on va ramasser toutes les tomates cerises. Allez, je commence la récolte. Hop. Les tomates cerises, c'est intéressant parce que c'est très productif. Regardez, c'est une sacrée quantité, hein. Il y a énormément de tomates. Il y a aussi bien des tomates, les tomates A, les tomates de mon oncle Alfred, que également aussi les tomates poire jaune. Regardez, c'est énorme, hein. Franchement, c'est très productif. En début de cette vidéo, je vous avais parlé d'un insecticide naturel que vous pouvez faire vous-même gratuitement. Et cet insecticide naturel, il est juste devant moi. C'est une décoction d'ail. Alors en fait, c'est de l'ail que j'ai coupé en morceaux et que j'ai laissé macérer dans de l'eau. Et si on veut économiser l'ail, on peut utiliser uniquement que la peau, ça marche aussi. Bon, désolé, j'ai mes doigts qui sont un peu sales avec mes ongles, mais ça c'est parce que je travaille au potager. Du coup, cette décoction d'ail, eh ben, je vais la filtrer dans un filtre à café. Alors, je sais pas si le filtre à café, ça va réussir. Peut-être que j'utiliserai que la passoire si ça ne marche pas bien. Mais voilà, je crois que ça s'appelle un chinois d'ailleurs, cet ustensile. Donc voilà, je vais le filtrer dans le filtre à café. Et comme ça, je vais récupérer seulement le liquide. On dirait que ça marche, mais ça sent hyper fort. Faut pas être pressé, hein. Je vais en rajouter un peu. Pourquoi c'est aussi efficace? C'est parce qu'en fait, la plupart des insectes ravageurs se dirigent à l'odeur. Et du coup, en fait, la décoction d'ail, ça va permettre de les perturber et de les faire fuir. Ça a un effet répulsif. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande dans mes vidéos de planter des plantes de la famille des Aliacées au milieu de vos bandes de culture. C'est une technique de permaculture qui permet de perturber l'odorat des insectes ravageurs et donc de limiter leurs dégâts. Après, c'est en théorie, mais dans la pratique, c'est pas miraculeux. Bon, ça met beaucoup trop de temps, donc du coup, je vais verser le contenu du filtre à café dans le chignon. Comme ça ira beaucoup plus vite. C'est dingue, mais à chaque fois que je travaille au potager, je travaille toujours avec des trucs qui puent. Quand j'utilise l'urine mélangée à de l'eau de cuisson, quand j'utilise les excréments et tous ces trucs, à chaque fois, je me retrouve toujours avec des trucs qui puent. C'est un truc de fou. Une fois que vous avez terminé de filtrer votre décoction d'ail, je vous conseille de récupérer les débris et de les réutiliser pour faire une seconde décoction d'ail. Comme ça vous permet d'économiser de l'ail. Et en plus, pour faire un traitement vraiment efficace, il faut le faire plusieurs fois dans la semaine. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir refaire une décoction d'ail. Là, j'utilise de l'eau de pluie, comme ça me permet d'économiser de l'eau. La décoction d'ail est aussi très efficace contre les ravageurs qui ravagent les plantes en pot qui sont à l'intérieur de la maison. Mais par contre, le seul inconvénient, c'est l'odeur. Une fois que vous avez terminé de filtrer votre décoction d'ail, et là, vous allez pouvoir le mettre dans un pulvérisateur. Alors, moi, j'utilise ce type de pulvérisateur. J'ai trouvé ça sur Temu. C'est pas un placement de produit, je vous partage juste l'astuce. En fait, c'est un pulvérisateur, c'est une petite pompe que l'on peut mettre sur nos bouteilles. Et du coup, ça nous permet de réutiliser les bouteilles. Comme ça permet de limiter nos déchets. Et en plus, la bouteille, une fois qu'elle est sale, on peut après la jeter. Et du coup, ça permet de donner une seconde utilisation à nos déchets. Je trouve ça vachement intéressant. Parce que les pulvérisateurs dans le commerce, ils coûtent hyper cher. Et ça, vous l'avez pour seulement quelques centimes sur Temu. Donc voilà. En temps normal, je ne recommande pas trop les sites chinois, mais c'est vrai qu'ils ont quand même des choses assez intéressantes. Donc voilà, ça se compose comme ça. C'est une pompe en fait, tout simplement. Là, vous pouvez choisir la pression à la sortie. Et du coup, voilà. Et pas besoin de galérer à nettoyer son pulvérisateur en plus, vu que ça, on peut l'interchanger hyper facilement. Comme ça, vous ne faites pas avoir par la société de consommation. Donc du coup, on va verser la décoction d'ail dans la bouteille. Ça sent
hyper fort. Je vais éviter de m'en renverser dessus. Et après, on visse la pompe dessus. Et voilà. Je pompe. On va tester, voir si ça marche. Ouais, ça marche super bien. Allez, on va l'utiliser au potager. Alors pourquoi je vous parle de la décoction d'ail pour lutter contre les ravageurs des choux de Bruxelles? C'est parce que si vous avez suivi mes vidéos sur le potager depuis le début, vous avez expliqué qu'une partie du potager d'hiver, une petite partie, commence dès le printemps. Comme par exemple les choux de Bruxelles qui se récoltent, eux, l'hiver. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre soin des choux de Bruxelles pendant tout l'été en fait. Et c'est seulement l'hiver qu'on va récolter une très grosse quantité de choux de Bruxelles. Donc voilà, ça fait intégralement partie en fait du potager d'hiver, le chou Bruxelles. Sachant que dans le chou Bruxelles, tout se mange, hein, les feuilles, ainsi que les petits choux de Bruxelles qui poussent à la base de chaque feuille. Alors la décoction d'ail, ça marche également contre les chenilles, comme la pierrette du chou. C'est vraiment très intéressant si vous voulez éviter que vos choux se fassent dévorer par la pierrette du chou. Et également, il faut bien faire attention de faire régulièrement en fait le traitement, parce que s'il pleut, eh bien, ça peut lessiver en fait le traitement, la décoction d'ail, et du coup il faut renouveler le traitement régulièrement pour vraiment garantir son efficacité. Du coup c'est vachement intéressant parce que si vous faites pousser de l'ail dans votre potager et que vous réutilisez de l'eau de pluie, eh ben, l'insecticide bio, naturel et tout ce que vous voulez est gratuit de A à Z. Et voilà, je fais mon malin et j'ai bouché ma pompe. Alors utilisez quand même le filtre à café et pas que le chinois comme j'ai fait en vidéo. Parce que même si ça met du temps, c'est quand même plus efficace. Heureusement, ce type de pompe, c'est très facile à réparer parce qu'il suffit de entièrement la démonter et de la passer à l'eau et de la remonter. Maintenant qu'on a vu l'entretien des choux pour avoir d'énormes récoltes cet hiver, eh bien on va s'occuper de trouver de la place au potager. Alors en premier lieu, déjà, on peut retirer tous les pieds de tomates qui n'ont pas de tomates. C'est-à-dire que là, à cette époque de l'année, il est impossible qu'il y ait un cycle complet de la fleur jusqu'à une récolte de tomates. Donc on va supprimer les pieds de tomates comme ça, qui sont vieux et dépassés, car ils ne produiront plus de tomates. Quand vous retirez un pied de tomate ou n'importe quelle autre plante de votre potager, je vous recommande de couper à la base pour laisser le réseau racinaire dans la terre. Car quand elle va se décomposer, eh bien, le réseau racinaire va améliorer la terre qui est en dessous. Et du coup, ça sera bénéfique pour les plantes qui vont succéder ce pied de tomate. Quand vous avez retiré votre plante, je vous conseille de la couper en morceaux. C'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande d'utiliser des fils qui soient biodégradables, des ficelles biodégradables et pas en plastique, parce que comme ça, vous allez pouvoir les mettre avec la plante dans la bande au potager, et en se décomposant, ça va améliorer la terre et ça va faire un paillage. Du coup, c'est assez intéressant, et du coup, rien n'est gaspillé. Ça ne fait pas des déchets supplémentaires au potager. Bien entendu, ces ficelles sont moins résistantes que les ficelles en plastique. C'est pour ça qu'il vaut mieux en prendre des plutôt épaisses et des plutôt plus résistantes que la moyenne. Et voilà, le pied de tomate est sur la bande de culture. Il est possible qu'il y ait des rejets de pieds de tomate qui vont sortir du réseau racinaire. Ben ça, il faudra les retirer systématiquement et de toute façon, quand ça sera l'hiver, ben, le réseau racinaire va mourir et du coup, ça va améliorer les plantes qui sont autour. Mais au début, il risque de faire un peu concurrence aux nouvelles cultures que vous allez implanter à la place de ce pied de tomate. Normalement, de cette manière, vous n'avez pas besoin de rajouter du terreau. Après, tout dépend de la fertilité de votre sol. Comme culture pour remplacer le pied de tomate, vous pouvez utiliser soit du chou, des nouveaux pieds de chou, ou des carottes, ou des navets, ou des radis d'hiver, ou de la blette. Après, tout dépend de l'exposition de la bande de culture quand ce sera l'hiver. Du coup, il faudra réfléchir à ça et il faudra bien entendu laisser le sol humide pour que les plantes puissent bien s'enraciner. Pour accélérer la pousse des tomates qui sont déjà sur les pieds, je vous conseille d'essimer les pieds de tomates. Alors essimer, en fait, ça consiste à couper le sommet des pieds de tomates. Hop. Comme ça, on retire les fleurs et ça évite que le pied de tomate gaspille son énergie à faire pousser des fleurs qui ne donneront rien. Vu qu'on est encore en août, on peut encore faire un semis de carottes. Après, ça dépend de votre zone géographique. À savoir que moi, je suis à Bordeaux. Là, par exemple, j'ai mes carottes d'hiver, mes carottes de conservation qui sont ici. Là, on peut les voir. Il y en a un peu partout. Aïe! Oh putain, il y avait de l'ortie.
Ça, l'ortie, c'est bon signe, ça veut dire que mon sol est riche en azote. Mais ah ouais, ça m'a déglingué la main. Il me reste quelques petites tomates ananas que j'ai oubliées. Ah, celle-là, elle a eu le cul noir de la tomate. Ça, c'est un défaut dans l'arrosage. Soit j'ai pas assez arrosé, soit j'ai trop arrosé. Je pense que c'est plutôt la première option. Sur la bande 6, la bande à cucurbitacées, et ben là j'avais ici des potimarrons. Et là la clôture a été terminée, j'ai récolté tous les potimarrons. Et du coup il y a la nature qui commence à reprendre ses droits. Donc je vais nettoyer la zone et insérer une nouvelle culture. À côté de la bande numéro 6, j'ai la bande numéro 5, on ne peut pas se tromper. Et du coup ici j'avais une culture de betterave que j'ai terminée, que j'ai clôturée, dont j'ai tout ramassé. D'ailleurs il reste quelques petites betteraves. Donc oui, le sol est un peu dégueulasse parce que j'ai testé par-dessus, sur cette bande de culture-là, du compostage de surface. Je vais donc retirer les betteraves qui n'ont pas donné grand-chose, mais qui ont quand même un peu donné. C'est comestible hein, quand même. Et je vais remplacer ça par une autre culture. Alors j'hésite avec des radis tout court. Sinon, du mesclun, c'est pas mal aussi. Le mesclin, c'est un mélange de salade. Et en plus, c'est semi-perpétuel parce qu'en fait, ça repousse à chaque fois au fur et à mesure. Et c'est seulement l'été, quand il commencera à faire chaud, enfin, le printemps, que là, le mesclin arrivera, enfin, montera en graines et du coup, il sera plus assez intéressant. Tiens, là, j'ai un oignon, je crois, qui pousse. Vu que je fais pousser une variété de betterave qui est assez sucrée, bah, du coup, ce que je m'amuse à faire, c'est que je me fais des yaourts à la betterave. C'est-à-dire que vu que je n'achète jamais de yaourt aux fruits avec des fruits incorporés à l'intérieur, j'achète toujours mes yaourts nature et après je rajoute des légumes ou des fruits qui sont riches en sucre et du coup ça m'évite de rajouter du sucre dedans et c'est vraiment délicieux, je vous recommande. Je vais effectuer un semis d'une blette d'une espèce plutôt rare dans cette mini-serre pour cet hiver et ce semis de blettes va également me servir de test de germination pour savoir si je peux vous proposer ces blettes sur mon Tipeee et voir si je peux vous les envoyer pour ceux qui ont déjà sélectionné certaines contreparties. Quand vous remplissez les alvéoles de votre mini-serre, je vous recommande de retirer les gros débris. Pensez à bien tasser le terreau dans les alvéoles, car quand on va arroser, le terreau va déjà se tasser par lui-même. Une fois que vous avez bien tassé vos alvéoles, là on va mettre une petite couche d'arrosage. Alors je vous recommande moi d'utiliser une vieille bouteille et de trouer le bouchon pour pouvoir fabriquer un arrosoir à semis. Comme ça vous évitera d'acheter un arrosoir à semis dans le commerce. Surtout que c'est hyper simple à faire. Et là vous pouvez mettre de l'eau de pluie à l'intérieur. Et le gros avantage avec cet arrosoir, c'est que les moustiques ne peuvent pas pondre dedans quand vous le rangez, même si vous laissez un peu d'eau dedans, parce que les moustiques ne peuvent pas rentrer par les petits trous qui sont juste ici. Du coup, vous pouvez laisser l'eau à l'intérieur de votre arrosoir pendant plusieurs semaines si vous voulez. Une fois que c'est fait, on peut commencer à installer les graines. Alors, il faut savoir que les graines de blette, en fait, ce sont des glomérules avec plusieurs graines à l'intérieur de cette graine. En fait, c'est une seule enveloppe et à l'intérieur, il y a plein de mini-graines. Et du coup, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup à mettre à germer. Il suffit juste d'en mettre 2 par alvéole pour être sûr que ça fonctionne bien. Et du coup, voilà, vous en mettez 2 aux extrémités de préférence. Et comme ça vous sera plus facile de récupérer les blettes. Quand vous mettez vos graines de blettes, vous n'avez pas besoin de les enterrer tout de suite, parce qu'on ira le faire tout à l'heure. Dans un premier temps, il vous suffit juste de les poser à la surface. Une fois que vos graines de blettes sont positionnées, vous mettez par-dessus une légère couche de terreau, en faisant bien attention de retirer les débris. Une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter un petit coup d'arrosage pour mouiller superficiellement la couche de terre. Et une fois que c'est fait, vous mettez la cloche de la mini-serre qui va permettre de garder l'humidité, même s'il fait chaud, ça va vous permettre de limiter les arrosages. Pensez à ouvrir ici les fenêtres d'aération de votre mini-serre. Et après, vous mettez ça dans un endroit qui soit pas trop exposé au soleil dans votre jardin. Et courant fin septembre, vous pourrez implanter les blettes qui auront germé dans votre potager. Maintenant, on va effectuer un semis de salade. Alors, cette année, j'ai testé 2 nouvelles espèces de salade que j'ai pas fait les années précédentes. Et du coup, j'ai sélectionné la laitue romaine Chico du père Vendy, dont j'ai acheté le sachet de graines chez la ferme Saint-Marthe, et la laitue paumée graisse sucrine. Voilà. Et ce sont 2 espèces en fait qui sont vraiment idéales pour les semis qui se font en automne.
Pour le semis de salade, j'aime bien le faire en fait dans une jardinière. Je trouve ça beaucoup plus pratique parce que ça prend moins de place qu'une mini-serre et on peut également séparer les salades assez facilement. Il faut juste faire des lignes de graines de salade où les graines sont plutôt espacées pour que ça soit plus facile à démarier et également on peut faire plusieurs lignes. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien faire pousser plusieurs lignes de salade différentes, c'est-à-dire que comme ça va me permettre de varier en fait les salades qui seront dans mon potager. Pour remplir la jardinière, n'hésitez pas à la remplir vraiment jusqu'à la surface, vraiment qu'elle soit bien remplie, parce qu'on va pas utiliser la même technique que pour les blettes. Une fois que la jardinière est remplie, on met de l'eau, on n'hésite pas à en mettre. Les salades ont la particularité d'avoir besoin d'un peu de soleil pour pouvoir germer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser 2 tranchées en fait à l'intérieur de la jardinière. Même 3 on pourrait. J'ai en creusé 3. Et maintenant, on va essayer de répartir les graines de salade dans les petites tranchées en essayant de les espacer le plus possible, qu'elles soient plus faciles à démarier. Et maintenant, il ne vous suffit plus que tasser légèrement les tranchées. Et on fait différemment avec les graines de salade qu'avec les graines de blettes, pour la bonne raison que les graines de salade ont besoin d'un tout petit peu de lumière pour germer. Donc c'est pour ça que là, elles restent un peu en surface, et la lumière peut traverser la très légère couche de terre qu'il y a par-dessus. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre ça dans la serre. Alors je ne sais pas si ce semis va fonctionner parce que ce sont des très vieilles graines qui me restent d'il y a longtemps. Donc on va voir, mais j'espère que ça va bien se passer. Au printemps de cette année, je vous avais dit que j'avais effectué un semis de poireaux pour le potager d'hiver. Et le semis de poireaux, il est juste ici, et malheureusement il a échoué. Alors je pense savoir pourquoi. Une fois que je l'ai fait dans un pot avec une bonne profondeur de terre et avec le terreau que j'utilise habituellement. Et d'habitude ça fonctionne bien, mais là cette année ça n'a pas fonctionné. Et en fait il a bien germé, mais il a végété pendant très longtemps sous une petite forme, sous des petits poireaux très étroits. Et c'est seulement quand j'ai mis de l'engrais naturel biologique, dont j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, c'est un mélange d'urine et d'eau de cuisson, que là les poireaux ont commencé à bien grandir et à s'épaissir. Donc je pense que les poireaux, ils ont manqué de nutriments dans la terre, et du coup c'est pour ça qu'ils sont aussi fins, quoi, qu'ils n'ont pas réussi à bien pousser et à former des troncs suffisamment larges. Donc en fait, avec beaucoup de potagistes, on s'est rendu compte que la terre, le terreau qu'on achète en jardinerie est de moins en moins efficace et il est de plus en plus pauvre en nutriments. Et ça, c'est année après année. Donc du coup, l'année prochaine, cette fois-ci, je prends compte de mes erreurs et je rajouterai dès le début de la germination de l'engrais naturel biologique pour pouvoir m'assurer qu'il soit plus gros pour l'hiver. Maintenant, rien n'est perdu, je vais quand même les garder sous cette forme et je vais essayer de continuer de les faire s'épaissir. Et ceux qui auront une bonne épaisseur de tige, j'essaierai de les planter quand même au potager, voir ce que ça va donner. C'est un peu tard dans l'année, mais je vais essayer quand même de faire un semis de carottes sur cette zone où il y avait avant les potimarrons. Et d'ailleurs, maintenant qu'il n'y a plus les potimarrons, je vais pouvoir tondre un peu ici parce que ça commence à être un peu la jungle. Et du coup, je compte sur l'été indien pour que les carottes arrivent à maturité. Par contre, le problème, c'est que pour faire un semis de carottes, il faut s'assurer que la terre soit toujours bien humide pour être sûr que le semis se passe bien. Et vu que je vous prépare une vidéo très spéciale pour vous remercier pour votre soutien, du coup, il est possible que je m'absente quelques jours pour pouvoir tourner cette vidéo. Et du coup, je ne pourrai pas assurer le bon arrosage de mes carottes. Donc le fait que les carottes soient cachées par l'arbre, j'espère que ça va éviter l'évaporation de la bonne couche d'eau que je vais mettre par-dessus. Pour bien nettoyer la zone, je vais utiliser mon motoculteur préféré, c'est-à-dire cet outil-là. Et après, une fois que j'aurai bien nettoyé la zone en profondeur, je vais faire une profondeur de 5 cm environ, je vais y rajouter une couche de terreau. Alors j'ai un vieux sac de terreau qui traîne, du terreau spécial agrumes, et ça va me permettre de relancer la fertilité dans ce sol-là. When you speak
Bon, voilà, j'ai bien désherbé. Je suis complètement KO, alors que pourtant j'ai l'impression d'avoir pas fait grand chose. Là, la terre, elle est vraiment dure, elle est vraiment sèche, quoi. C'est vraiment... Là, il va falloir que j'inonde bien pour faire repartir la fertilité. Alors, je pense que je vais devoir être obligé d'utiliser l'eau du réseau parce que j'ai plus beaucoup d'eau dans mes récupérateurs. Donc, ouais. Là, c'est vraiment... Là, c'est de la pierre, quoi. C'est des gros blocs comme ça. Je vais mettre une couche superficielle de terreau et après je vais arroser par-dessus et comme ça va intégrer le terreau en profondeur et ça va fertiliser en profondeur. Enfin en théorie. Bon, au final j'avais pas beaucoup de terreau mais au moins ça évite qu'il traîne pour rien dans mes affaires. Là il sert à quelque chose et maintenant là il va falloir que j'arrose un maximum. Sur cette bande de culture je vais semer ces graines là. Ce sont des carottes Christmas. Alors je ne connais pas cette variété pour être sincère avec vous. Christmas, c'est un peu Christmas, c'est Noël. je théorise un peu. Et du coup, ouais, ce sont des graines F1 de Lidl. Alors, je vous recommande, franchement, les graines Lidl, pas pour leur qualité, mais pour leur prix, parce qu'elles coûtent vraiment que dalle. C'est vraiment très intéressant. Elles germent, c'est tout ce qu'on demande à des graines. Après, voilà, elles ne sont pas reproductibles vu que ce sont des F1. Parce qu'en temps normal, j'utilise tout le temps mes propres graines. Sauf que cette année, j'ai utilisé tout mon stock de graines, il m'en reste plus. Et mes propres graines, pour l'instant, ben, elles sont encore à ce stade-là, au stade de fleurs. Elles n'ont pas encore arrivé à maturité. Donc bon, il va falloir être patient. Voilà, là j'ai bien arrosé. Alors là, quand je vois l'état de la terre de base qu'il y avait ici, je me dis que dans mon potager, ça doit être bien sec. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai plus beaucoup d'eau dans les récupérateurs d'eau, ben, je vais brancher mon système d'arrosage automatique sur l'eau du réseau pour arroser tout le potager. Mais là, ouais, là, le sol, il doit être bien sec partout. C'est dingue que ça arrive à aussi bien pousser malgré tout. Et là, j'ai des courgettes un peu partout. J'en ai une là. Vous voyez, une là, une là, une là-bas. Et je les laisse pour les faire arriver à maturité totale, pour récupérer les graines. Et là, en temps normal, on ne pourrait pas récupérer les graines de ces courgettes parce que juste à côté, j'ai fait pousser ici des potimarrons et qu'il est possible qu'il y ait hybridation entre les potimarrons et les courgettes. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour obtenir ces courgettes-là, j'ai utilisé la technique du scotch, c'est-à-dire que j'ai scotché une fleur mâle sur la fleur femelle pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hybridation. Une fleur mâle du même pied sur la fleur femelle et du coup, comme ça, je suis sûr que ces courgettes-là, eh ben, la génétique est identique à la plante de base. Et du coup, sûrement, je vous mettrai les graines de ces courgettes de ma propre variété sur le Tipeee plus tard. Et voilà, là j'ai les courgettes pour avoir les graines pour l'année prochaine et ne pas avoir à en acheter. J'ai creusé des petites tranchées de 1 cm de profondeur et maintenant je sème. Et pour terminer le tout, je vais mettre une très légère couche de paillage. Avec ici, ça c'est un sac de litière de mes animaux de compagnie. Et en fait, c'est très important de mettre une très légère couche de paillage parce que ça va retenir l'humidité très légèrement. Mais surtout, s'il pleut, la pluie pourra pénétrer quand même dans le sol. Parce que si on met une trop grosse couche de paillage, là, s'il pleut, ben, la pluie ne rentrera pas. C'est le mieux à faire à cette période de l'année parce que c'est à cette période où il est plus susceptible de pleuvoir et donc d'humidifier les zones de culture. D'ailleurs, en vous parlant de ça, j'ai eu quelques infos par des météorologues comme quoi la chaleur allait revenir début septembre et qu'on allait avoir un mini-été supplémentaire. Et je finis par mettre une très légère couche d'humidité par-dessus pour fixer le paillage. À savoir que je ne vous recommande pas en fait de mettre du paillage si vous êtes à proximité de votre potager pendant toute la durée de la levée parce que vu que vous pouvez arroser régulièrement, le paillage c'est seulement si vous devez vous absenter pendant la durée de la levée. Et j'ai vraiment mis une toute petite couche de paillage, hein. Je vais vous montrer. Vous voyez la terre, elle est là, juste là. C'est vraiment pour garder une toute petite humidité. Et voilà, c'est terminé. La bande de culture est prête. Bon, oui, je travaille souvent le soir au potager en ce moment parce que quand il y a de fortes chaleurs, je préfère les éviter. Bon, après, il n'y a pas non plus de très fortes chaleurs en ce moment, mais je préfère quand même travailler le soir à la fraîche. C'est beaucoup plus agréable. Et quand prochainement la pluie sera enfin de retour et que les couches superficielles de terre seront bien humides,
Mais là, entre les rangs de carottes, je ferai un semis de radis. Comme ça me permettra d'échelonner les récoltes. C'était d'ailleurs le même procédé que j'avais fait ici dans mes vidéos précédentes, dans les carottes de conservation. Encore merci à tous ceux qui me soutiennent, soit via le Tipeee, soit via le bouton rejoindre. Je mettrai vos pseudonymes comme je vous l'avais promis à la fin de chacune de mes vidéos pendant toute la durée de votre don, et je commencerai les envois des graines que vous avez sélectionnées via les différentes contreparties dans 3 voire 4 semaines grand maximum, le temps que je m'organise. L'installation du potager d'hiver dure de fin août jusqu'à mi-octobre environ, donc ne ratez pas les prochains épisodes. Et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, salut!